Un an après Londres, c'est donc un Robert Corr en pleine confiance qui se rend à Genève, au nouveau congrès international d'hygiène. Cette fois, il n'y aura pas une star comme à Londres, mais bien deux. Le français et l'allemand ne se présentent pourtant pas dans les mêmes dispositions. Ils n'ont pas eu d'échange depuis les violentes critiques du docteur au lendemain du congrès de Londres. Robert Corr arrive, lui, il est sur un petit nuage grâce à la découverte du bacille de la tuberculose. Et Pasteur, lui, il rumine sa vengeance parce qu'il a lu enfin les réactions de Corr sur ses interventions de Londres. Et il a déjà mûri son discours pour mettre en pièces les dénis de Robert Corr. Pasteur s'installe à l'hôtel des Bergues, sur les rives du lac Léman. Pour une fois, il est accompagné de sa femme Marie, qui a soigneusement rédigé son discours, mais aussi de son jeune préparateur, Louis Thuillier. Le matin du 5 septembre, il aperçoit Robert Corr, descendu au même hôtel. Ils se saluent sans un mot. Pasteur se réserve pour le congrès. Messieurs, le comité directeur de ce congrès... À 14 h, dans la salle de l'université, Pasteur monte à la tribune sous les ovations. Robert Corr est assis dans les premiers rangs. Donc Pasteur commence son discours à Genève en décrivant ses travaux sur la vaccination contre le choléra des poules, contre le charbon. C'est assez court d'ailleurs son discours. Et tout à coup, il fait une parenthèse et il attaque Robert Corr. J'ai rencontré en France et à l'étranger des contradicteurs obstinés. Permettez-moi de choisir parmi eux celui dont le mérite personnel a le plus droit à notre attention. Je veux parler du docteur Corr de Berlin. Et là, il ridiculise complètement les arguments que Corr avait présentés dans son article et aussi présentés par ses collaborateurs. D'un seul coup, Corr s'énerve. Il semble littéralement consterné. Il essaie alors d'interrompre Pasteur. En résumé, pas une des critiques du docteur Corr et de ses élèves ne reste debout. Elles n'ont fait que mettre en lumière une foule d'erreurs et d'inexpérience de leurs auteurs. Corr monte à la tribune. La salle retient son souffle. Mais malgré sa frustration, le médecin renonce à débattre. Je ne crois pas utile de répondre ici aux attaques. Ne sachant pas bien le français et Monsieur Pasteur ne sachant pas bien l'allemand, nous ne pourrions engager une discussion fructueuse. Je me réserve le droit de répondre à Monsieur Pasteur par la voie des journaux médicaux. Pasteur était un grand orateur, alors que Robert Corr ne l'était pas vraiment. Ce n'était pas un orateur charismatique. Il n'aurait certainement pas tenu tête à Pasteur dans une joute oratoire. Mon cher Roux, je ne vous parle pas de Genève. Thuillier vous instruira. Tout s'est bien passé. Corr a été fort ridicule et assez bafoué. Les deux savants repartent de Genève sans s'être adressé un mot. C'est la deuxième fois qu'ils se rencontrent. Ce sera la dernière. Au sujet du charbon, tout ce que nous avons entendu était des résultats totalement sans intérêt. Tout cela ne servait que de prétexte à une violente polémique contre moi. Je n'ai apporté aucune nouveauté scientifique. Vraiment, monsieur. Une méthode générale d'atténuation des virus, la connaissance de nouveaux microbes, tout cela n'a rien qui vous paraisse nouveau. Pasteur se complaît dans des phrases générales qui, naturellement, ne changent rien à la chose en elle-même. Pasteur n'est même pas médecin. Vous n'étiez pas né à la science que mon unique préoccupation était d'isoler et de faire vivre des microbes à l'état de pureté. N'est-il pas plaisant, en vérité, que vous ayez la légèreté de m'accuser de ne point savoir faire de culture pure?
Le retour d'un fléau leur donne pour la première fois l'occasion d'une confrontation sur le terrain. L'été 1883, le choléra menace l'Europe. Jusqu'au début du XIXe siècle, la maladie est peu connue. Elle frappe surtout en Inde. La colonisation, la multiplication des voyages en font un fléau mondial. Les épidémies traversent l'Europe par vagues foudroyantes. La pire de toutes, en 1832, laisse 100 000 morts en France, dont 18 000 à Paris. Cette fois, c'est en Égypte que la maladie se développe. Tout le delta du Caire est infecté. Elle tue 500 personnes par jour. On craint qu'elle ne traverse la Méditerranée. La France, nation coloniale, doit montrer qu'elle est au premier rang. Pasteur obtient du gouvernement d'envoyer une mission en Égypte. Elle s'installe à Alexandrie le 15 août 1883. À 60 ans, Pasteur n'est pas du voyage. Installé à Arbois comme tous les étés, il a confié la mission à son disciple Émile Roux. Si vous suivez bien les prescriptions que je vous ai laissées, vous n'avez rien à craindre. Pasteur règle tout à distance, y compris la manière dont ils vont s'installer dans l'hôtel, la personne qui va s'occuper de leur nourriture. Il leur dit d'ailleurs, je vais même vous fournir de la lecture, et il leur donne tous ses travaux sur le ver à soie. Bref, ils partent avec toute une série d'indications. L'état présent de nos connaissances commande de porter toute l'attention sur l'existence possible, dans le sang ou dans tel ou tel organe, d'un infiniment petit. De l'autre côté du Rhin, le gouvernement allemand charge Robert Koch d'une tâche équivalente. Le docteur prend en personne la tête de la délégation qui atteint Alexandrie le 24 août. Ce premier séjour en zone dangereuse ne l'impressionne guère et il se met au travail avec enthousiasme. Cher Amy, je suis arrivé ici hier. Il fait chaud mais c'est supportable. Je me suis couché à plus de minuit et ce matin nous étions à pied d'œuvre dès 5 heures. Nous en avons trouvé un qui est mort ce matin. Et vous êtes sûr que c'est le choléra, Gafki? Absolument. L'épidémie ne va plus durer longtemps. Nous avons heureusement pu trouver rapidement un mort du choléra pour commencer nos analyses. C'est bien. Faites-le transporter en salle d'autopsie, Gafki. Bon travail. D'accord, docteur. Pour l'heure, nous sommes en bonne santé. Pourvu que ça dure. Louis? Louis, c'est une nouvelle lettre d'Égypte. Ah, c'est sûrement Roux. Peut-être enfin quelque chose. Oui, Roux n'écrit jamais pour rien. Qu'est-ce qui se passe? C'est Thuilier. Il est... Mon Dieu. Il fut gai toute la journée. Et à 3 heures du matin, il se sent très mal et entre dans la chambre en criant « Roux, je me sens très mal ». Et il tombe sur le plancher. Nous avons cru à une indigestion à 8 heures du matin. On peut le considérer comme mort. Pour lui, c'est un effondrement total. Il s'en veut, il se sent coupable. Pourtant, il leur a envoyé des avalanches de consignes pour qu'ils ne prennent aucun risque. Et puis, malgré tout, le pauvre Thuilier, qu'il aime beaucoup, qui lui est très dévoué, qui est très brillant, qui est très prometteur, il meurt à 26 ans. Donc, Pasteur est littéralement effondré. Monsieur Koch et ses collaborateurs sont venus au moment où la nouvelle se répandit en ville.
Ils ont trouvé les paroles les plus belles pour la mémoire de notre cher mort. Et là, c'est quand même un élément aussi assez étonnant. Dans les rapports de Corr et de Pasteur, finalement, la mort de Thuillier, c'est une sorte de trêve dans leur confrontation. Monsieur Corr tenait un des coins du drap mortuaire. Ces messieurs ont apporté 2 couronnes qu'eux-mêmes, ils ont clouées sur le cercueil. Elles sont modestes, dit Monsieur Corr, mais elles sont de laurier. Ce sont celles que l'on donne aux glorieux. Alors que l'épidémie s'éteint, l'origine du choléra reste un mystère. J'en ai eu la confirmation, les Français sont partis ce matin. Oui, et on ne trouve plus un seul cas de choléra depuis 3 jours. Oui, je sais. Mais Corr refuse d'abandonner. Il a peut-être une piste. Un bacille repéré dans les intestins. Il veut aller poursuivre ses recherches au pays du choléra. Vous pensez à quoi? À l'Inde? Vous croyez pouvoir convaincre Berlin? Il le faudra bien, Gafki. Un mois plus tard, le docteur obtient satisfaction. Berlin l'autorise à embarquer pour l'Inde avec ses assistants Gafki et Fischer. Dès son arrivée, l'Allemand fait une observation essentielle. Alors que Pasteur pense que le choléra se transmet par l'air, Corr et son équipe comprennent le rôle fondamental de l'eau. Ils découvrent vite que le choléra fait plus de ravages dans certaines régions que dans d'autres. Et ils se rendent compte aussi très rapidement que dans celles où le choléra est particulièrement développé, les points d'eau ne sont pas utilisés uniquement pour laver les vêtements, mais aussi comme source d'eau potable. Les vêtements souillés par le choléra sont donc lavés dans la même eau que celle que l'on boit. Ainsi, Corr conclut que dans le cas du choléra, l'eau représente une voie de transmission déterminante. Le docteur poursuit sa traque du microbe suspect. Et 3 semaines après son arrivée, il peut envoyer un communiqué de victoire à Berlin. Je peux maintenant conclure que le bacille trouvé dans les intestins des patients infectés est bien le bacille pathogène du choléra. Nous avons déterminé ce qui le différencie des autres bactéries. Le bacille a une forme de virgule. De l'autre côté de la frontière, Pasteur apprécie peu ce nouveau succès de l'Allemand. D'autant qu'un épilogue cruel va se jouer dans le sud de la France. Quelques mois plus tard, le choléra revient à Toulon importé d'Indochine, sans doute par un marin. Une équipe de Pasteur, dirigée par Émile Roux, est dépêchée sur place. Mais pas seulement. Le gouvernement français fait aussi appel à Corr. Pasteur le vit comme une humiliation. Cher Roux, le bruit autour de cet homme, tout cela est factice et ne correspond pas à l'état présent de ses connaissances sur le choléra. Autant que possible, travaillez seul, avec vos cadavres à vous. Sur place, Corr découvre stupéfait des méthodes complètement dépassées, comme les feux en pleine rue pour purifier l'air. Grâce à son expérience, le docteur préconise plutôt de ne pas souiller l'eau potable. Ces recommandations permettent de limiter la contagion. Aux grandes dames de la presse française, l'Allemand est décoré par le ministre des Affaires étrangères, Jules Ferry. Pasteur dépité, mais pourtant toujours en question les résultats de Corr. Un point notamment lui pose problème. Corr n'est pas parvenu à transmettre la maladie à un animal. Et pour cause, on saura plus tard que les animaux sont presque tous réfractaires au choléra. Mais dès lors, comment être tout à fait sûr qu'on a bien repéré le bon microbe? D'où l'incroyable proposition que Pasteur fera à son ami Pedro II, l'empereur du Brésil. Ni le docteur Roux, ni le docteur Corr n'ont réussi à donner le choléra à des animaux. On devrait pouvoir essayer de communiquer le choléra à des condamnés à mort en leur faisant ingérer des cultures de bacilles. Dès que la maladie serait déclarée, on éprouverait des remèdes qui sont conseillés comme étant les plus efficaces en apparence. On est à une époque où l'éthique n'existe pas. Et Pasteur s'invente une éthique à lui, en se disant au fond, il existe au Brésil des individus qui sont condamnés à mort. Et on pourrait leur donner l'occasion d'avoir la vie sauve.
en offrant la possibilité que ceux qui acceptaient cette expérimentation puissent être sauvés, si bien entendu ils ne mourraient pas du procédé. Mais proposer de donner des remises de peine aux condamnés à mort en leur donnant à boire du vibrillant colérique était quand même quelque chose de difficile à accepter. D'ailleurs, l'empereur du Brésil, Pedro, a refusé de faire cette expérience. En mai 1885, Koch est nommé professeur à l'Institut d'hygiène de Berlin. Avec la tuberculose et le choléra, il a identifié 2 des microbes les plus meurtriers au monde. Sa notoriété a rejoint celle de Pasteur.